Focus Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast où on parle sport, santé et bien-être. Moi, c'est Seb et pour cette série de 12 épisodes spécial Kettlebell, je suis accompagné de Jordan Mega, coach expert en mobilité, en force et instructeur SFG1. Il y aura un épisode tous les premiers mercredis de chaque mois. Ensemble, on te donne les meilleures clés pour t'entraîner plus intelligemment, que tu sois débutant confirmé ou juste curieux de cette boule de fonte qui change tout. Prépare ta cloche, ton corps et ton cerveau. C'est parti pour un nouvel épisode. Salut Jordan, comment tu vas aujourd'hui ? Salut Seb, ça va très bien et toi ? Impeccable. Hein. On se retrouve donc pour le mois de novembre. Tout à fait. Troisième podcast de la série. Ouais, c'est ça. Pour parler du swing et du cardio, après avoir parlé de débuter en kettlebell. Et ensuite, on avait vu le TGU, donc le célèbre Turkish Get-Up. Exactement. À défaut du TGV, train à grande vitesse. Un gros humoriste. Mais je pense que t'as vraiment loupé ta carrière, je pense. Hein. Il fut un temps, j'avais une carrière d'humoriste aussi, mais dans l'animation. Ouais, bah tu devrais y retourner. Je pense que ça te manque en vrai. Non, c'est bon. Non, mais tu sais, quelques heures de bénévolat par-ci par-là pour faire rigoler un peu. Ou tu sais, dans un EHPAD. Oui. Tu sais, je te verrais bien aller faire rigoler. Il serait mort de rire. Bon, allez, on va revenir sur le swing. Allez, vas-y, parce que c'est toi qui me lance, mais exactement. Ouais, non, mais bon, on peut pas s'empêcher. Première question, tout simplement, le swing est souvent vu comme le mouvement de base avec un kettlebell. Pourquoi ? Alors oui, tout à fait. Alors, de base, il fait partie des mouvements fondamentaux. On va plus parler de mouvements fondamentaux qui vont aider à construire d'autres mouvements. La plupart du temps, je cherchais mes mots, en fait, les mouvements au kettlebell, ils vont partir du swing ou alors plus principalement d'un mouvement des hanches qu'on appelle un hinge. C'est une bascule de hanches en fait. Les hanches sont un mouvement de squat et de hinge. Ok, c'est comme un balancé. Ok, tout simplement une antéversion et une rétroversion du bassin. Ok, donc vers l'avant et vers l'arrière. Ok. Et c'est vrai que le swing, c'est un des premiers mouvements, si ce n'est pas le premier qu'on apprend vraiment à faire au kettlebell, parce que tout l'intérêt est là de mettre une connexion sur le corps. Quand je dis corps, je parle de la sangle abdominale, pas le corps en général. En général, voilà, merci. Parce que tu vas avoir une grosse tension sur les abdominaux, sur les fessiers, donc des vrais muscles qui vont impacter ta posture, ta puissance dégagée lors de l'exécution du mouvement. Et à proprement parler, tu le retrouves dans tous les mouvements, le swing. Que tu fasses du clean, pour parler du clean, tu vas devoir maîtriser le swing parce que le départ, il va être dessus. Et tu vas trouver un hinge. Tu vas trouver un hinge aussi dans le deadlift. Donc, tu apprends le soulevé de terre. Tu apprends le swing en décomposant avec des petits mouvements de swing, de deadlift, pardon. Dans le get-up, on a beaucoup de mouvements de hanche, beaucoup de hinge, énormément de positions où on va faire une flexion, une extension de hanche. Donc, le swing est aussi important. Et puis, t'as un sacré travail de cardio qui va se faire, un gros travail cardiovasculaire en un temps minima, quoi. Après quelques reps, tu ressens directement que le cardio, il monte, quoi. Oui, avec une bonne charge, la charge adéquate, tu sens que, oui, effectivement, la pompe, elle s'actionne vite. J'ai noté qu'il y avait, j'en ai vu deux différences. Enfin, quelle est la différence majeure vraiment entre les deux, le swing russe et le swing américain ? Et pourquoi il faudrait privilégier l'un ou l'autre ? Alors, je vais pas m'avancer là-dessus, dans le sens où le swing américain est beaucoup plus utilisé dans le milieu du CrossFit. Enfin, il fut un temps. Maintenant, c'est vrai qu'on le voit un peu moins. Et tu as une grosse tension qui va se faire sur les épaules. Parce que pour rappeler, le swing russe, le Russian swing ou hardstyle de l'école Strong First, il va s'arrêter à hauteur de la poitrine. Donc, le but est de tendre les bras vers l'avant. Et on voit directement que on arrive à une certaine ligne, cette ligne médiane, et le kettlebell ne va pas plus haut. Le swing américain, il est un tout petit peu plus au-dessus, vraiment, donc overhead, bras tendus au-dessus de la tête. Donc une grosse tension. Plus, il est quand même bien plus haut. Voilà, oui, une grosse tension sur les épaules et tout ce qui est trapèze inférieur, tout ce qui va regrouper et protéger ce qu'on appelle la chaîne scapulaire, là où sont situées les omoplates cervicales. Elles sont protégées grâce à ça. Alors, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un swing à proprement parler. Enfin,
pour ma part, hein, je vais pas, voilà. Si des collègues l'entendent et peuvent me le confirmer, bah écoutez, pourquoi pas. Mais on va aussi parler beaucoup, quand on parle du swing donc hardstyle que de l'école Strong First, et le swing du vraiment le sport kettlebell russe, vraiment, qui a encore une autre méthodologie et une autre entité, si je puis dire, une autre pratique qui est tout à fait différente. Je ne vais pas dire l'inverse, mais qui est différente de celle de Strong First. Pour moi, il y a vraiment ces deux swings-là. Elle est un peu plus moins incisive dans la technique, moins dans la force, bien que ce soit extrêmement fort, extrêmement dur. Mais on est moins explosif et moins saillant dans les mouvements, moins sec dans le Gearvoice Sport, donc le swing russe. Et ouais, non, pour moi, c'est vraiment ces deux petites nuances qui font que. Pour revenir sur le swing américain, oui, l'ayant pratiqué, t'as un gros impact sur les épaules, forcément. Or, tes épaules sur le swing classique que moi j'enseigne, ou qui vient de l'école Strong First, on a vraiment un engagement des épaules qui sont vraiment tirées vers le sol, tirées dans les hanches pour vraiment maximiser un max. Hein, tu remarqueras que c'est très philosophe ce que je viens de dire. Rentabiliser un maximum, du moins, la tension sur les dorsaux, les grands dorsaux. Parce qu'à savoir que les muscles qui vont stabiliser et maintenir le kettlebell, ce n'est pas forcément tes avant-bras et tes épaules, ça va être tes grands dorsaux. Ils sont engagés à 100%, c'est quand même énorme. Et je pense que l'engagement n'est pas le même en swing américain, du fait de devoir lever les mains au-dessus des épaules. L'engagement n'est peut-être pas le même. Après, je dis pas que c'est pas efficace. Mais moi, c'est pas ce que je recherche à enseigner. Mais là, tu vas plus taper tout ce qui est épaules, trapèze. Exactement. Comment tu ferais pour corriger un élève qui pousse plutôt avec les bras que de faire justement ce hinge, cette charnière de hanche? Oh, j'aime bien, monsieur s'est renseigné. Charnière de hanche, très beau, joli. C'est bien. J'ai même noté le hip hinge. Hip hinge, exactement. Hips pour hanche. Hanche. C'est en anglais. I speak English. Ouais. Alors, en fait, c'est simple. On utilise différentes méthodes, différentes practices qu'on appelle des drills. Par exemple, avec un élastique, une bande élastique, ou même en position planche, ok, ou alors en faisant même travailler le swing, mais à charge extrêmement légère. Je te dis un exemple, 6 kilos, ça suffit. 8 grand max. 6, c'est bien parce qu'en fait, celui qui va coacher, le coach qui va modifier la technique, il va stopper le kettlebell en pleine course du swing. C'est-à-dire qu'il va se placer à côté. Il faut vraiment le voir pour le comprendre. Et au moment où le kettlebell est dans sa partie flotte, donc il est parti des hanches, il est à peu près à hauteur de bras. Là, c'est vraiment la puissance des hanches qui font voler le kettlebell. Et là, on va le stopper dans sa course, ce qui fait qu'il va être à peu près horizontal au sol, à peu près. Et là, tout de suite, le pratiquant ne s'y attend pas. Et donc, il va être dans sa posture dans laquelle il effectue le swing. Et c'est là où on voit tous les défauts. Manque d'engagement dans les hanches. Le kettlebell, il va commencer à retomber. Lui, il va partir ses hanches en arrière. Que non, il doit rester fessier serré, rester en planche. Serrer les abdos. Extension des genoux pour avoir les quadriceps contractés. Planter dans le sol. Toutes ces choses-là. Épaules tirées, ce que je disais dans les dorsaux. Ce qu'on appelle un anti-shrug. Il me semble que j'en ai déjà parlé. Le shrug est un mouvement qu'on voit en musculation où on va faire une élévation des épaules pour travailler les trapèzes, notamment ce que font les boxeurs pour tenir la tension quand ils se prennent des crochets. Il faut qu'ils aient un coude bien engagé, des trapèzes solides pour justement limiter les dégâts et de la vibration du cerveau dans la boîte crânienne. Donc ils vont faire du shrug, donc travailler les trapèzes, hausser les épaules. Et nous, ce qu'on cherche à faire quand on fait du swing, c'est faire ce qu'on appelle un anti-shrug. Donc, ce que je disais tout à l'heure, tirer les épaules vers le sol, donc créer de l'espace entre le lobe d'oreille et son épaule pour vraiment tirer l'épaule. Et si tu fais le test, tu mets ta main au niveau du dorsal et tu tires ton épaule et tu sens que ton dorsal, il s'engage. Et il faut faire ça avec les deux, en fait, clairement. T'as fait une tête bizarre, là, si jamais. C'était génial. Non, mais je touchais mon grand dorsal. Le grand dorsal. Et quand tu abaisses ton épaule, tu fais un abaissement scapulaire, de ton épaule aussi, pardon.
tu as le grand dorsal qui va s'engager. Et donc là, en fait, ton épaule, tu peux pas la faire partir quand le kettlebell il s'en va. OK? Elle est fixée. Et tout le travail, il se fait juste là, en fait. C'est juste tes bras qui montent avec la puissance du kettlebell et bam, tu rétractes tes épaules. Tu peux rectifier comme ça, à travers de petits drills, ou même faire ce qu'on appelle du shadow swing. Moi, c'est une méthode que j'aime beaucoup, que mon coach, il m'a fait faire quand j'apprenais le swing. Ce qu'on appelle du air swing ou du shadow swing. C'est comme le air guitar pour les rockers. Ils font semblant de faire de la guitare sans guitare. Et ben là, c'est pareil. Tu fais comme si tu faisais du swing, sauf que tu n'as rien dans les mains. C'est juste pour que le cerveau s'imprègne et mémorise le mouvement, le mécanisme et tout ça, et que ça devienne un automatisme. Pour que tout soit engagé et que tu saches quoi faire quand le kettlebell est dans les mains et que tu as un poids additionnel qui t'amène un peu vers l'avant, justement. Résister à ça. Donc, il y a pas mal de drills à faire qui sont assez intéressants. Et en général, tu peux vite rectifier la chose. Sous forme de série aussi, tu peux continuer le travail du pratiquant tout en lui amenant une meilleure technique. Littéralement parlant, un deadlift, ça signifie, donc soulever de terre, ça signifie soulever un poids mort. Littéralement, en translate littéraire, c'est ça. Et on va utiliser la même chose avec le swing, ce qu'on appelle du dead stop swing. En gros, tu vas revenir à chaque fois, tu vas faire une série de une répétition à chaque fois. Ce qui va permettre aussi au coach d'éviter d'attendre le moment où le pratiquant va se blesser. Si je te dis, vas-y Seb, fais-moi 10 swings, je te dis une bêtise, hein, tu as 16 kilos, ça fait quelques semaines, 2-3 semaines qu'on voit le swing encore ensemble, c'est pas trop ça, mais je te dis, vas-y, c'est en pratiquant que tu vas faire, ce qui est juste, mais, il y a ce mais. Si je te dis tu fais la bonne pratique, quoi. Voilà, si je te dis de faire des séries en l'air, toi, tu es mal placé, pas forcément correctement, voilà, je veux pas dire mal, mais pas forcément bien placé, de manière optimale, tu vas sentir des tensions dans le bas du dos, dans les lombaires, ou alors trop de tension dans les ischios, ou alors tu vas vite tétaniser des avant-bras. Ce sont des signes d'alerte, des red flags pour moi qui sont, t'as mal au dos, tu mets trop de tension dans les lombaires, ok, donc tu mets pas assez de tension dans tes hanches derrière, tu pousses pas assez loin, ce qui fait que tu vas compenser avec tes lombaires. Tu crampes aux ischios, tu sens qu'ils tétanisent, les ischios, donc les muscles sous les fessiers, l'arrière de la cuisse, c'est que ton hinge, il est vraiment trop ancré et limite squat et non hinge. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a trop de tension là. Donc, il va falloir redresser un petit peu, redresser le buste. T'as mal aux avant-bras quand tu fais du swing, tu sens qu'il tétanise, tu sens que tu perds ton grip. C'est que tu mets trop de pression dans le kettlebell, tu le tiens trop fort et tu ne relâches pas assez. Donc, tous ces petits trucs-là, c'est des trucs qui vont rentrer dans ta fatigue en tant que pratiquant. Et en tant que coach, justement, je peux rectifier en utilisant ce que je t'ai dit, le dead stop swing. Ok, donc là, tu vas me faire un swing. Donc, le dead stop swing, c'est tu fais un swing, tu reposes au sol, tu restes en position, 1 seconde, et hop, tu repars, tu renvoies un swing. Mais le plus fort possible. À chaque fois, c'est ça. C'est intéressant quand tu veux augmenter ta charge parce que tu fais ça avec de grosses charges, de gros kettlebell. Exemple, moi, je peux swinger à 32 kg, 36 kg, 40 kg, 44, 48 kilos, je vais dire 46, 48, pardon. Là, je vais passer sur un travail de dead stop swing où je vais faire des séries de 1 rep et je vais faire plusieurs fois. Ça va me permettre de mettre un maximum d'explosivité dans le mouvement sur chaque rep, ok, sans pour autant me blesser parce que je vais me remettre en tension, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, en tant que coach, À chaque fois, tu reprends la bonne position, quoi. Exactement. En tant que coach, ça nous permet de pouvoir dire, voilà, alors sur celui-ci, tire tes épaules dans tes hanches. Ok. Là, quand tu es dans tel mouvement du swing, serre plus les fessiers. Attends que tes bras tombent sur tes hanches pour partir en backswing, en flexion de hanche. Ancre-toi plus dans le sol, plus fort dans les fessiers. À chaque rep, on va rajouter un focus, ce qui fait que le mec, il a le temps d'enregistrer et le temps de pratiquer sans se blesser. Ça fait partie des petites choses qu'on peut faire. Ouais, c'est intelligent, hein. Et puis, comme tu dis, à chaque fois, tu peux te replacer. À chaque fois, tu as un nouveau petit tips justement pour être meilleur sur le mouvement suivant, quoi. Parce que t'imagines, c'est comme si je te dis, je sais pas, tu débutes en cuisine. Voilà un exemple.
tu débutes en cuisine, faut que tu gères la cuisson de ton poisson. Pour ceux qui font un peu de cuisine, c'est compliqué de gérer la cuisson d'un poisson. Faut savoir le cuisiner non seulement, mais c'est pas quelque chose de voilà, il peut être ou trop cuit ou enfin voilà. Gérer la cuisson, faut gérer aussi à côté que je sais pas moi, ton sucre parce que tu fais un gâteau, il soit à bonne température après, tout. T'as plein de tâches à gérer, mais t'as une fraction de seconde, t'as 30 secondes. Tu peux pas tout faire si tu sais pas. On décompose. OK, là, tu ancres tes pieds. Là, tu circles les abdos. Là, c'était bien. Maintenant, tes épaules. Lève la tête. Relaxe tes bras. Souffle. Inspire avec le nez. Comme tu l'as dit, chaque rep, un tips en plus. Et au fur et à mesure, la technique, elle se modifie. Et je vais pas dire ça devient parfait, mais ça se perfectionne. Oui, ça évite de faire des séries de 10 entre guillemets dégueulasses et puis de mettre des semaines et des semaines à s'améliorer, quoi. Exactement. Et en quoi vraiment le swing, il est efficace pour améliorer son cardio? Alors, fais-le, tu comprendras. C'est la meilleure chose que je peux te dire. Alors, pourquoi il est efficace pour améliorer son cardio? Alors, on va remonter il y a quelques décennies en arrière. Il était dit, je dis bien que quand tu veux perdre du poids, faut faire du cardio. Tu fais de la musculation. Faut faire 45 minutes de cardio. Courir sur un tapis, faire du vélo, voilà. Et c'est que comme ça que tu brûles des graisses. OK? Mais si je cours 34 minutes et pas 45, de 0 à 34, qu'est-ce qui se passe? Parce que je brûle des graisses à partir de 45 minutes. Tu vois ce que je veux dire? C'était une des, pas débilités, mais des choses qu'on pouvait entendre il y a quelques années en arrière. OK? Après, nous, l'être humain est fait pour marcher pieds nus. On a des chaussures, des semelles compensées, des machins, des trucs. Du côté esthétique. Donc oui, effectivement, un temps comme il fait, enfin, je sais pas chez toi en Moselle, mais là, chez moi, ici, c'est un vrai temps d'automne. Il pleut depuis ce matin. On a le même. OK, oui, c'est vrai que c'est à côté, j'avais oublié. C'est quasiment pareil. Enfin, tu vois mal marcher pieds nus de ce temps-ci, on est d'accord. Mais pourtant, nos ancêtres, je parle loin derrière, hein, très loin derrière, les premiers hommes marchaient pieds nus. Mais la civilisation, la société, le marketing a fait qu'on met des chaussures parce que c'est plus beau, c'est machin, puis ça fait attention, puis t'as les pieds plats, faut mettre des semelles, etc., orthopédiques et blablabla, bla, 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 OK? Eh ben, c'est pareil quand tu vas sur un tapis. Aujourd'hui, tu marches pieds nus, quand t'as pas l'habitude, ça te fait mal. Alors, courir pieds nus, t'imagines un peu? Quand tu vas sur un tapis, la machine, c'est 0%. 0%, c'est parfait. Donc, il n'y a aucune imperfection. 0, c'est 0. OK? Donc, tu vas courir. C'est 0% de 1. Ton squelette n'est pas habitué à une telle perfection du sol. Plénitude, si je puis dire. Donc, ça peut être pas forcément agréable pour les articulations. Les chocs dans les chevilles, dans les genoux, dans les hanches, la colonne et tout ça. OK? Premièrement. Deuxièmement, tu cours par terre. Dehors, le sol, il est pas plat. Donc, ça va, c'est OK. Même si tu as toujours ces impacts. Moi, ce que je n'aime pas aussi, c'est qu'on n'a pas ce que j'appelle de charge additionnelle. OK? Donc, tu cours, tu pèses 65 kilos. OK? Tu vas avoir une dépense énergétique. Certes, tu vas transpirer. Certes. Mais en quoi tu mets une tension musculaire sans charge additionnelle? Le marathonien qui va courir, qui fait un marathon, il ne s'entraîne pas au poids du corps. Il s'entraîne avec des grosses charges. Parce qu'il faut qu'il travaille ses tissus conjonctifs, sujet que tu as pu aborder avec Valentin. Exact. Les tendons, toutes ces choses-là, OK? Donc, il se prépare avec des charges additionnelles. Charge additionnelle égale renforcement. Renforcement des tissus musculaires, des tissus conjonctifs, et donc augmentation du métabolisme et des calories brûlées. On est d'accord jusque-là? Oui, bien sûr. Donc, il y a un travail de calories brûlées qui va se faire, et donc, forcément, la pompe, donc le cœur, il va s'activer parce que tu as une charge additionnelle, un stress supplémentaire. Et donc, voilà, ça reste intéressant. Pour quelqu'un de lambda, maintenant, quelqu'un qui est en surpoids, qui fait plus de 100 kilos, et c'est maladif, il doit perdre du poids. Tu vas pas lui dire de courir sur un tapis, c'est totalement aberrant. Il peut se faire super mal, ça va le dégoûter parce qu'il sera pas capable de tenir 3 minutes. Enfin, c'est impossible pour lui, c'est hyper dangereux. C'est pas cool, tu vois. Eh ben, tu vas lui faire du swing au kettlebell. Pourquoi? Parce que au moins, il va être statique, il n'y a pas d'impact.
il va créer un maximum de tension musculaire, un maximum d'effort durant l'exécution du mouvement. Et vu que ça va être un mouvement qui va être répété à haute intensité, à faible ratio temporel, sur un court terme, eh ben, il va brûler à mort des calories. Un entraînement kettlebell qui est hyper intéressant, il peut durer maximum, je vais te dire, 15 minutes. C'est un exercice qui est assez sympa. Moi, je l'ai fait en 7 minutes et j'ai vomi après. Oui, et pourtant, c'est 7 minutes. Hein, et j'ai brûlé encore plus de calories. C'était plus cardio que quand tu fais le fameux test du bip à l'école. Moi, Le Luc léger. Moi, j'ai détesté ça. Mais il est hyper intéressant. C'est ce qu'on appelle le simple et sinistre. Tu fais du kettlebell swing et tu fais du goblet squat. Tu commences à 10 swing, 10 squat. 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, jusqu'à 0. L'objectif est de le faire avec la plus de charge possible. Donc, elle ne change pas. Tu dis telle charge jusqu'à la fin. Sans poser le Donc, kettlebell. bien choisir sa charge, quoi. Sans poser le kettlebell. Et je peux te garantir que le cardio, la pompe, là... Il monte tout seul, quoi. Ah non, c'est infernal. C'est infernal. C'est infernal. Mais c'est génial. Et je te garantis que là, pourtant, t'as pas forcément d'impact parce que tu engages tout ton corps, t'as une vraie tension musculaire, t'es ancré dans le sol et tu dégages de l'énergie, tu dégages de la force, du cardio, de la puissance, de la résistance, du travail nerveux parce que ça te met une sacrée pile. Hein. Ouais, j'imagine bien. Hein. Mais est-ce qu'on peut aussi est-ce que ça peut être utile, on va dire, pour un athlète qui a rien à voir avec la muscu? Un boxeur, un footballeur ou même ton pilote de karting, par exemple? Alors, on aurait pu en faire, mais c'était pas le focus. Mais oui, ça reste intéressant pour une simple et bonne raison que le pilote de karting, je vais reprendre ton exemple. Le mec, il conduit pendant je ne sais quelle heure, je ne sais combien de temps, je ne sais combien de tours, ok? Peu importe le temps, hein. Le mec, il tient son volant, son guidon. Au bout d'un moment, il tétanise à fond des bras. Donc, faut les entraîner. Donc, tu as différentes manières. Mais ça reste aussi intéressant de le travailler avec le swing, qu'on soit d'accord. C'est hyper intéressant de le faire travailler du swing à un bras ou à deux mains avec de grosses charges, de longues séries, justement pour arriver à cette sensation de brûlure, de tétanisation des avant-bras. Il y a d'autres méthodes, bien entendu, mais voilà, le swing est très bonne méthode dessus. Je te donne un exemple. Un boxeur, ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que ça demande quand même pas mal d'énergie, un combat de boxe. Ouais, c'est clair, c'est des courts, entre guillemets. C'était quand même des rounds de 3 minutes, mais c'est quand même assez intense. Ouais, mais quand tu as 10 rounds de 3 minutes, tu fais quoi? Alors, entre se défendre, ok? Donc, mettre ta garde, tenir ta garde, avoir les épaules qui brûlent, ok? Hein? Après tous les coups. En donner en plus, donc dégager une autre forme de puissance. Je vais te dire, mon coco, ton cardio, il est mis ton corps et ton cardio est mis à rude épreuve. Donc là, c'est hyper intéressant aussi pour un boxeur parce que faut le tenir, le cardio sur T'as pris la motaille, toi, il y a pas longtemps, non? Ouais, ça fait 2 ans que j'en fais, là. Ouais. Voilà, donc tu sais, en tant que pratiquant... Ouais, non, mais on le sent, ouais, même justement, quand tu répètes et tu répètes des exercices, justement, garder ta garde, c'est vrai qu'à un moment, t'as les épaules en feu. Entre les coups que tu te prends, les coups que tu donnes, les épaules, elles crament, quoi. T'as qu'une envie, c'est... vas-y, quoi, achève-moi, mec. Non, mais... des fois, de toute façon, à un moment, tu relâches un peu les bras, histoire de... Bien sûr. Mais relâcher un peu la tension, tu vois, mais c'est le moment où, justement, faut pas en prendre une, quoi. Ah non, ça, c'est sûr. Donc oui, non, le swing est très intéressant, pas forcément pour de la muscu. Je vais te donner un autre sport typique, on reste dans la muscu, mais le bodybuilder qui a une compète à faire, qui fait du posing. Le posing, c'est balèze aussi, hein. Parce que le posing, c'est gourmand. Hein. Tu fais, bien sûr, tu fais des poses, que tout le monde voit tes muscles, et le but, c'est pas d'être comme le lundi matin quand tu veux faire ta pesée devant ton miroir tout flasque, tu vois ce que je veux dire? À observer les dégâts du week-end. Non, tu gagnes ton corps au maximum, t'engages tous tes muscles, ils sont contractés, ok? C'est pas parce que le mec, il fait un double biceps de dos que ses pecs qui sont lâchés, il a la bedaine. Non, le mec, il est engagé de partout, quoi. Il bouge pas, tu vois, c'est un chêne, le mec. Donc ça, niveau cardio, ça bouffe aussi, c'est énergivore. C'est hyper gourmand. Donc ça peut être intéressant aussi.
parce que tu vas travailler sur ton explosivité, ta tension maximale. Donc, c'est intéressant pour tout le monde. Mais mes filles en pôle, elles en font aussi. Elles en font aussi. J'ai un mec en jiu-jitsu brésilien, il en fait aussi. D'autant plus pour les hanches, c'est super pour les fléchisseurs de hanches. Le mec qui fait du jiu-jitsu brésilien, qui est constamment au sol, un mec qui fait du MMA pareil. Voilà, c'est hyper intéressant. Je vois pas pourquoi tu ne pourrais pas en faire, en fait. La question, elle est là. Et je vois pas pourquoi. Qu'est-ce qui te permet de dire, bah non, je fais pas de swing parce que moi, je fais ça. Bah au contraire, le footballeur, il va utiliser sa puissance dans les hanches pour impacter son coup de pied, etc. Le basketteur, quand il va être en attaque et qu'il va se mettre de profil, donc oui, il utilise le côté latéral de son corps, les épaules, le contact, ok, mais il faut qu'il soit solide dans ses hanches pour respecter son écart, pour pas que le moindre coup d'épaule, le mec il vole sur la touche et que son collègue il prenne sa place, tu vois ce que je veux dire? Des hanches, t'en auras besoin clairement, donc ça reste hyper intéressant, aussi bien pour le cardio que pour les avant-bras, que pour la sangle abdominale, que pour le travail de hanche. Non, c'est hyper complet le swing, c'est hyper intéressant. Et sachant que, on va dire sur le swing, tu utilises donc beaucoup les hanches, principalement. Est-ce que du fait d'entraîner à côté, on va dire, son psoas, ça peut être intéressant ou pas? Alors, à Ou partir est-ce que, on va dire que le swing, ça suffit vraiment pour bien le muscler? bien muscler le psoas, tu vois, Ouais. ok. Mhm. Bah, on part du principe que de base, le psoas est un muscle, donc il traverse la hanche, hein, qu'on soit d'accord, il est dans le bassin, et c'est un muscle fléchisseur de hanche, ok, fléchisseur de jambes. Mhm. Donc, bah, tu regardes les sprinteurs, ils bossent à fond leur psoas, les mecs, en faisant différents mouvements spécifiques à leur activité, leur discipline, certes, mais voilà. Après, tout dépend ta discipline phare, ton focus. Je pense que le psoas, c'est intéressant de le bosser en plus du swing. Encore une fois, tout dépend de ta pratique de tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Oui, tu vas Le vraiment adapter si tu en as vraiment besoin, entre guillemets, mais sinon, le swing est déjà quand même assez complet. assez Oui, bien, ouais, assez complet pour le travail, quoi. clairement, oui, je pense, oui, ça c'est sûr. Mm. Et est-ce que tu as des petits formats de séances à proposer pour ceux qui voudraient justement tester d'intégrer le swing dans leur entraînement quotidien? Bon, envoyez-moi un message. Alors oui, Ah, c'était ton petit placement de produit, voilà. alors évidemment, bien sûr, j'ai des petites séances. Après, il faut pas oublier que du swing, moi, j'en vois tous les jours. Et sur 10 swings que je vois par jour, il y en a peut-être 8 qui sont effectués, Correctement, ouais. je vais pas dire correctement, mais pas de la meilleure des manières. Il y a trop de tension dans le dos, ou alors le mec, le mec de manière générale, Mhm. il tire trop, il se fait trop emporter, ou alors il est trop en squat, ou alors, voilà, il y a toujours des trucs. Donc, vraiment, c'est un mouvement qui est génial, mais comme beaucoup au kettlebell, il faut pas oublier que mal exécuté, on peut se faire très mal. Et ça peut être un excellent mouvement comme le pire des mouvements. Donc, en toute sincérité, oui, j'ai des trucs, mais à ne pas faire seul quand on ne sait pas faire le swing. Ça reste délicat. C'est comme si je te dis, tu viens d'avoir ton permis de conduire et puis je te mets sur le Grand Prix de Monaco. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, bien sûr. Non, c'est vrai que pour avoir déjà testé justement à faire des swings, c'est vrai que pour vraiment que le mouvement parte des hanches, je pense que si t'es pas vraiment accompagné, ça peut être compliqué, hein. Parce que moi, je sais que, à mon avis, moi, ça part pas des hanches, ça c'est quasiment sûr. Ouais, on regardera, faut qu'on teste un de ces quatre à l'occasion. Ouais, bah, je te rappellerai, comme la première fois Ouais, pour le t'inquiète. get-up. Ouais. Demande à Dodo, je lui ai appris. Dodo, je lui ai appris à swinger, ouais. Ouais, bah, écoute, tu m'apprendras aussi alors. Vas-y, avec plaisir. Mais oui, non, il y a plein de choses à faire sur le swing. Beaucoup de choses à faire. Et plein de petites séances qui sont très intéressantes. Mais voilà, ça reste délicat à dire oui, bah, tu peux faire ça, 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 ça. Et puis voilà. Non, déjà, appréhende le mouvement, appréhende la forme. Et si tu veux travailler ton swing, apprendre ton swing, il faut que tu aies déjà une bonne base du deadlift et du goblet squat, pardon.
Le goblet squat, pas trop, mais ça va travailler ta résistance. Donc, ça reste intéressant. L'ouverture de tes hanches, mais principalement le deadlift au kettlebell. Et tes abdos. Très important. Le plus important, je dirais que c'est les abdominaux. Quand j'apprends le swing, excuse-moi, je reviens dessus, mais quand j'apprends le swing à des élèves, sur une séance d'1 heure, il y a peut-être 45 minutes de travail, voire 50 minutes de travail, ce que j'appelle de gainage actif, d'irradiation. Que du travail abdominal. Et il y a peut-être 5 minutes où ils ont une petite forme du swing. Une petite forme, mais c'est pas un swing. Pour te dire. Oui, de toute façon, si t'es pas engagé, je pense au niveau des abdos dès le départ, ouais, ton mouvement il peut pas être. Et puis il faut que tu sois ancré dans le sol, il faut que tu sois un bloc. Ah, clairement. Faut pas que tu sois tout, ton mouvement parte de partout. Il faut vraiment que tu sois bien gainé. Ah oui. Ça, oui, t'as pas le choix de travailler tout ce qui est abdos. Je les vois quand on travaille à vide ou quoi que ce soit en shadow swing et qu'après on part sur une petite charge. Ils sont tout de suite surpris par la puissance qui est décuplée. Et tout de suite, ils partent soit un peu en arrière, soit un pas en avant, parce qu'ils sont pas ancrés et ils serrent pas assez les abdos. Et je dis, vas-y, t'es un bloc, t'es ancré, t'es enraciné dans le sol. T'as les fessiers le plus dur possible. Je te mets une noix entre les fesses, tu la pètes. Mais c'est vrai, c'est pas des blagues. Il faut que vraiment ce soit imagé comme ça parce que c'est hyper important la tension que tu mets dans toute la zone des hanches, du bassin. Les fessiers, les abdominaux, la partie inférieure des abdominaux, là, ce fameux V, les abdos du bas, là, qu'on dit. Tous ces muscles-là, les quadriceps engagés pour être dans le sol, c'est hyper important. Et si ça, c'est pas bon, t'es sûr que ton swing, toi, tu vas finir devant ou derrière. Tu vas te faire emporter par le kettlebell. Clairement. Ok. Nickel. Tu as quelque chose à ajouter encore? Non, c'est bon. Non, parce que là, t'es en train de chercher une connerie, donc c'est bon. Exactement. Non, j'ai rien d'autre à dire. Si ce n'est, prenez votre temps et n'ayez pas peur d'aller voir des professionnels, des gens qui maîtrisent le swing, la forme du swing que vous désirez apprendre, du moins. Ok. Ça reste quelque chose qui peut être exceptionnel, mais qui peut être aussi super dangereux. Donc, soyez attentifs là-dessus et puis, même si vous avez 15 ans de pratique, mettez votre ego de côté. Si vous êtes capable de vous acheter un iPhone 17 à 2000 balles, vous pouvez mettre 100 balles dans une session pour apprendre quelque chose d'intelligent qui vous servira. Pas à faire beau en boîte de nuit le soir. On est d'accord là-dessus. Ok, écoute, le petit mot de la fin comme d'habitude. Hein. On dit merci qui? JM Coaching. Merci Jordan. Bon, il n'y a pas eu de 99, de... Si t'en veux, je t'en donne. Hein. Non, mais justement, je laissais un petit peu durer. Je vais reposer 2-3 questions, il va nous le sortir, mais non, pas dans cet épisode. Non. Mais bon, c'est pas grave, on se retrouvera maintenant en décembre. On sera pas trop sur le kettlebell, mais on va voir un petit peu comment gérer les fêtes de fin d'année. Oui, ça peut être sympa, il y a plein de choses à faire, intéressantes. Et même au niveau de la pratique aussi, ça peut être cool. Ok, écoute, on se retrouve dans 1 mois pour les auditeurs. Oui. Dans 5 minutes pour nous. Un peu moins, oui. Et voilà. Jordan, merci, et puis à bientôt. Oui, à bientôt. Merci Seb, à bientôt, puis bonne journée. Ciao, ciao. Ciao. Focus Podcast.